Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des 3 derniers livres qu'il y avait au programme du club de lecture Barocco Lecture. Avant de commencer à vous parler de ces 3 ouvrages, j'ai eu en commentaire la dernière fois quelqu'un qui demandait comment on peut savoir les livres qui sont au programme du club de lecture si on n'est pas sur Instagram. Alors, on peut le savoir parce que je mets toujours en description dans la barre d'information les livres qui sont, le livre qui est au programme du club de lecture de ce mois-ci. Donc même si vous ne me suivez pas sur Instagram, si vous voulez participer malgré tout à Barocco Lecture, vous pouvez le faire. Il vous suffit en fait de regarder dans la barre d'information, c'est toujours écrit et c'est toujours mis à jour dès que je mets une vidéo sur YouTube. Voilà. Barocco Lecture a repris du service cette année avec les années d'apprentissage de Wilhelm Meister de notre cher Goethe. C'était la lecture au programme du 10 décembre 2020 au 10 janvier 2021. C'est un gros bébé, Comme dans tous les romans de formation et d'apprentissage, on va suivre un personnage et ici ce sera Wilhelm Meister, ce jeune homme de bonne famille allemande qui va dire non à la carrière de banquier qui lui est promise pour devenir saltimbanque et vivre une vie de bohème. Il se passe 1000 choses, 1001 choses même dans la vie de Wilhelm avant qu'on arrive à la fin de ses aventures, et qui n'est pas a priori la fin puisqu'il y a une suite. J'ai vu ça en librairie la dernière fois et cette suite c'est les voyages de Wilhelm Meister, je crois. Maintenant que Wilhelm a appris, il peut voyager. Tant mieux pour lui. Comme dans tous les romans de formation ou d'apprentissage, on suit un personnage qui part d'un point A et qui va arriver jusqu'à un point B. Mais pour arriver à ce point B, il va vivre 1001 péripéties, il va changer d'avis, d'amour, de sentiments, il va avoir des révélations sur l'existence, sur la vie, sur ses passions, sur à peu près tout, et c'est très intéressant à lire. Il y a des moments où c'est passionnant et il y a des moments où c'est un peu longué et pas très intéressant aussi. C'est-à-dire que là on est dans une conjecture qui ressemble un petit peu à David Copperfield de Dickens, à Proust aussi dans sa recherche du temps perdu. On est dans tout ça. Mais il faut se placer dans le contexte, donc on est en 1700, à la fin du XVIIIe siècle, dans les années 1790, lorsque Goethe écrit et publie son roman. Donc l'Europe connaît un certain bouleversement. Non, en tout cas en France, qui est la Révolution française. On est en train de basculer tout doucement dans le 19e siècle, dans la future ère industrielle, dans la modernité. Et ce qui est très malin de la part de Goethe, c'est que Wilhelm va découvrir Shakespeare et va notamment découvrir Hamlet. Hamlet qui est la pièce de Shakespeare où le héros est le plus en proie au fait de se retrouver entre deux âges, l'adolescence et l'âge adulte, entre deux mondes, le Moyen-Âge et la Renaissance. Et il faut savoir que l'Europe, le reste de l'Europe a découvert Shakespeare tard, quelques siècles plus tard en fait. Les premières traductions françaises, si je dis pas de bêtises, elles datent de Voltaire, donc du XVIIIe siècle quand même. Shakespeare écrit pourtant sous l'ère élisabéthaine, mais l'Europe ne va le connaître, le découvrir et l'apprécier que quelques siècles plus tard, et là on voit à quel point Goethe va être fasciné et aime Shakespeare et Hamlet notamment. Moi, les moments que j'ai préférés dans Wilhelm Meister, ce sont les moments où Wilhelm découvre Hamlet, où il va réfléchir au sens de la vie par rapport à Hamlet, à comment il va monter cette pièce. Qu'est-ce que Shakespeare a pu vouloir dire? Comment lui ça fait écho à ce qu'il vit et à son époque? Et c'est ce qui je trouve fait la magie du théâtre, et c'est pourquoi le théâtre est immortel et pourquoi on continue à monter des pièces qui datent de la Grèce antique. C'est parce qu'elles nous parlent toujours à nous aujourd'hui, hommes et femmes du 21e siècle. Et c'est pour ça que j'avais très envie de découvrir cet ouvrage de Goethe, parce que je compte à un moment donné faire un épisode de Barocco dédié aux romans qui parlent de théâtre. Donc il y aura Wilhelm Meister, je pense aussi au Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, au roman comique de Scarron, mais aussi à d'autres ouvrages dont je tais le nom pour vous garder la surprise. Après, je trouve que parfois c'est un petit peu fourbi parce qu'on a notamment des récits enchâssés avec la confession d'une belle âme. Toutes les personnes qui l'ont lu voient de quel passage je parle, et c'est ce qui va faire basculer Wilhelm et le récit vers d'autres choses, vers la maturité. Et c'est très long quand même avant que ça n'arrive, et Wilhelm, c'est un personnage que j'ai trouvé un petit peu tête à claque, puisque pauvre Wilhelm, il aime les femmes et les femmes l'aiment, mais c'est dur à vivre. C'est difficile parce que parfois elles sont mariées, parfois c'est pas possible, pauvre Wilhelm. Et ce que j'aime bien, c'est que le narrateur
tourne souvent ça en ridicule tout de même, toutes les petites amourettes de Willem, et on se rend compte qu'à la fin, c'est pas l'amour le plus important, mais c'est le théâtre, et c'est une morale que j'ai plutôt appréciée. Je voudrais pouvoir, répondit Willem, vous révéler ce qui se passe en moi à cette heure. Toutes les idées que je me faisais de l'homme et de sa destinée, cet ensemble de pressentiments qui m'ont accompagnée dès ma jeunesse, sans que j'y prise garde moi-même, je les retrouve dans les œuvres de Shakespeare, accomplies et amplifiées. Il semble vous dévoiler tous les mystères, sans que l'on puisse dire cependant « voici » ou « voilà le mot de l'énigme ». Ces hommes ont tout l'air d'être des hommes naturels et ils ne le sont pourtant pas. Ces créatures les plus mystérieuses et complexes de la nature agissent sous nos yeux comme des montres dont le cadran et le boîtier seraient de cristal, indiquant selon leur destination la marche des heures. Et l'on peut en même temps distinguer les rouages et les ressorts qui l'émeuvent. Ces quelques incursions dans le monde shakespearien m'incitent, comme rien ne le fit jamais, à progresser d'un pas plus rapide dans le monde réel, à me mêler à ce flot de destin qu'il mène. Et si j'y parviens, à puiser un jour dans la vaste mer de la vraie nature quelques coupes pour les répandre du haut de la scène sur le public altéré de nos théâtres. Cet extrait me tient particulièrement à cœur parce que pour moi, il est on ne peut plus juste en fait sur ce qu'on ressent lorsqu'on est amoureux, amoureuse du théâtre, comédien, comédienne, metteur, metteuse en scène, c'est-à-dire que c'est tout l'effet cathartique et c'est toute la magie de se dire que des auteurs datant d'il y a des siècles ont écrit et décrit quelque chose de vrai en passant par le faux et par l'illusion. Et c'est quelque chose, moi personnellement, qui me fascine. Ce n'est pas pour rien que mon théâtre favori, c'est le théâtre baroque, dont fait tout de même plus ou moins partie Shakespeare. Et voilà, enfin je veux dire, que dire à part ça, c'est d'une beauté. Tous les passages qui parlent d'Hamlet et de la mise en scène d'Hamlet par la troupe de Willem sont splendides. Pour le reste, c'est un peu plus long. Le deuxième ouvrage qui était au programme de Barocco Lecture du 10 janvier au 10 février, c'était Requiem, poème sans héros et autres poèmes de Arna Armatova, publié ici chez NRF Poésie Gallimard. Arna Armatova, c'est une poétesse russe qui a connu tout le XXe siècle, une grande partie du XXe siècle en Russie. Et cette édition regroupe quasiment l'intégralité de ses poèmes. Ça commence dans les années 1900-1910, c'est quasiment daté à chaque fois et on arrive au dernier poème jusqu'à 1963, vous voyez, donc ça parcourt quand même une très longue période. J'ai fait un live Instagram à la fin de cette lecture avec mon ami John Smith. Alors pour les personnes qui me suivent sur Instagram, suivez-moi sur mon compte Barocco Lecture, puisque c'est sur ce compte-là que j'organise les lives à la fin de chaque lecture commune. Pour les personnes qui n'ont pas Instagram, malheureusement vous ne pouvez pas participer au live. Dites-moi si jamais ça pourrait vous intéresser, je sais pas comment je peux faire ça, mais si je les mettais en ligne sur YouTube après, ou si ça pourrait vous intéresser que les lives soient diffusés en même temps et sur Instagram et sur YouTube, à voir. Pourquoi pas. Et durant ce live, nous avons parlé donc de Arna Armatova, de la femme qu'elle était, puisqu'elle était donc poétesse, mais elle était aussi muse. Elle a inspiré beaucoup de peintres du XXe siècle, il y a énormément de tableaux la représentant. Voilà, toutes les personnes en tout cas qui ont lu le recueil d'Anna Armatova ont été unanimes pour dire que elle avait une poésie ciselée, juste, et en fait, lorsqu'on lit un poème d'Anna Armatova, on ne tombe pas dans la poésie, dans la grande poésie, on va dire, romantique et compliquée, si on veut grossir les traits. Non, Anna Armatova, elle a quand même une poésie qui est parfois tout de même assez quotidienne et assez posée. C'est une poésie fugace et de l'image en même temps. Ça fige en fait quelque chose de très éphémère et ça met en avant des petits détails de la vie quotidienne qui, eux, sont remplis de poésie et de drame. Parfois, je pense notamment à ce poème où, à la place de mettre le bon gant à sa main, elle met le gant de la mauvaise main et en fait on se rend compte là, dans ce geste-là, de tout le drame qui est en train de se passer pour elle, puisque c'est notamment une rupture. C'est une poétesse très attachée à la nature, aux arbres, aux paysages, à l'eau, aux villes et à la Russie en fait. On sent à quel point la Russie est son pays et sa patrie et à quel point voir le régime totalitaire communiste s'installer, le régime stalinien s'installer, ça la détruit. Son fils va faire de la prison par exemple, elle va perdre des amis qui vont être envoyés au goulag. C'est une vie remplie de tragédies, c'est une poétesse attachée à l'amour, à la mort, aux moments simples aussi, aux instants de fête et de joie et de retrouvailles ensemble. Et c'est tout un recueil qui est
très particulier à lire. Pour moi, il ressemble à aucun autre recueil de poèmes que j'ai pu lire jusqu'ici. Est-ce que c'est parce qu'il est écrit durant le XXe siècle? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il est écrit par une femme? Je ne sais pas, une femme russe qui a connu la Russie au XXe siècle. En tout cas, ça fait que ce poème est assez unique, ce recueil de poèmes est assez unique en son genre, et qu'Anna Akhmatova est une figure incroyable. Je ne vais pas vous faire un exposé sur elle, mais j'ai adoré pouvoir la découvrir et la découvrir à travers ses poèmes. Pour une fois, en fait, j'ai lu la préface après avoir lu tous les poèmes pour ensuite comprendre, vraiment mettre des mots en fait sur les impressions que j'avais eues durant la lecture du recueil. Et c'était juste et je m'étais pas trompée en fait sur elle. Elle est à la fois très limpide et à la fois très mystérieuse derrière toutes les images. C'est une poétesse aussi qui est très attachée à la muse, à son art, au fait de dire pour exprimer, pour transcender quelque chose. On sent que ses poèmes c'est vital pour elle, et d'ailleurs ses poèmes ont été aussi interdits sous le régime totalitaire, et il se vendait sous le manteau, et elle s'est battue pour que les gens puissent continuer à lire ses poèmes malgré le fait qu'ils soient censurés. Et c'est là qu'on sent l'importance aussi, quand on est artiste, de dire les choses et de ne pas se taire et d'aller au-delà de la censure et d'une pensée unique. Et c'est c'était extrêmement bouleversant, je crois, pour chacun et chacune de découvrir Anna Akhmatova. En tout cas, c'était assez unanime sur le live Instagram. Aux caves de la mémoire. Sottise pure, je vis dans la tristesse et le souvenir me torture. Je rends rarement visite à la mémoire, et toujours elle me mène par le nez. Quand je descends avec une lanterne dans la cave, j'ai l'impression qu'une sourde avalanche gronde une fois de plus derrière moi dans l'escalier. La lanterne fume. Je ne peux plus repartir et je sais que je vais à l'ennemi. Et je demande comme une grâce. Mais là-bas, il fait sombre, pas un bruit, ma fête est finie. Il y a 30 ans qu'on a reconduit les dames. Le célèbre polisson est mort de vieillesse. Je suis en retard. Et tant pis. Je ne peux plus me montrer nulle part. Je touche les fresques sur les murs, je me chauffe à la cheminée. Merveille. Dans ce moisi, cette odeur âcre, cette pourriture brille 2 émeraudes vertes. Le chat a miaulé. Allons, rentrons chez nous. Mais où est ma maison? Où est mon bon sens? 1940, 18 janvier. Et le dernier livre au programme du 10 février au 10 mars, c'était La boîte en os d'Antoinette Pesquet. Le nom d'Antoinette Pesquet ne vous dit certainement rien, et pourtant c'était une autrice contemporaine d'Apollinaire et de Cocteau. Et ces 2 auteurs-là avaient notamment plébiscité La boîte en os. Mais c'est une autrice qui a été oubliée, c'est une autrice aujourd'hui qui est méconnue, et vraiment bravo et merci aux éditions Libretto d'avoir republié cet ouvrage d'Antoinette Pesquet pour la remettre au goût du jour. Ce qui m'a personnellement attirée en librairie quand j'ai vu ce livre, c'est déjà la couverture que j'ai trouvée sublime, le titre, La boîte en os, et il y avait un petit bandeau sur le livre qui était Comment peut-on aimer jusqu'à la folie, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, j'étais en pleine rédaction du prochain épisode de Barocco Podcast qui parle notamment d'amour et de mort. Et je me suis dit, tiens, mais ne serait-ce pas un roman pour moi? Je vous lis le résumé. Voici l'histoire d'un amour fou, l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'un visage, ou plutôt du mystère que celui-ci révèle ou dissimule. Cette boîte en os dont on rêve ici de forcer la serrure, c'est bien entendu le crâne humain clos sur ses secrets. L'action qui se situe en Écosse rend un vibrant hommage aux plus grands auteurs du roman gothique, Anne Radcliffe en tête. Le résumé m'a fait penser à Aurélien notamment. Si vous avez lu Aurélien, peut-être voyez-vous de quoi je parle. Ensuite j'adore les romans gothiques, j'aime beaucoup Anne Radcliffe, j'aime beaucoup toute cette esthétique là, donc je me suis dit tiens c'est pour moi. En plus le roman est assez court, il fait à peine 200 pages, les personnes qui l'ont lu l'ont généralement lu en une soirée voire un week-end, et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé et qui m'a énormément surprise. Je ne m'attendais pas du tout à lire un ouvrage de la sorte avec ce résumé là, et en fait on est dans du très glauque avec La boîte en os. On est vraiment dans une histoire avec un tordu, on est à nouveau dans quelque chose de récit enchâssé. Notre personnage principal, narrateur, a fait ses études en Écosse, il vit à présent en France, mais il retourne en Angleterre, et en retournant en Angleterre, il retrouve un de ses amis lorsqu'il était étudiant. Cet ami va lui narrer sa vie depuis leur séparation, puisqu'il vient notamment de sortir de l'asile psychiatrique. Et il va nous expliquer
pourquoi il était interné. Et c'est là qu'on découvre cette histoire d'amour, puisque ce personnage est fou amoureux d'une jeune fille depuis toujours, ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Et son obsession, c'est de connaître ce qu'il se cache derrière le visage, derrière le crâne de cette jeune fille, de savoir exactement à quoi elle pense. C'est son obsession. Et dès l'enfance, il y a des épisodes qui ne trompent pas et qui annoncent la suite de l'histoire et à quel point la relation entre ces deux personnages va être toxique, nocive et ça va déraper. Je vous en dis pas plus sur l'histoire parce que vraiment c'est un roman très court qui fait 200 pages, mais personnellement il m'a beaucoup fait penser quand même au Haut de Hurlevent d'Emily Brontë, qui est un de mes romans favoris, et je pense qu'on peut considérer que La Boîte en os est une forme de réécriture des Hauts de Hurlevent, notamment puisque les deux personnages principaux se connaissent depuis l'enfance, ont une relation amour-haine et courent à leur perte l'un avec l'autre jusqu'à la fin. Il y a toute cette ambiance gothique, il y a cette ambiance fantomatique aussi, cette ambiance trouble de la lande, de l'Écosse. C'est en ça que je trouve que ça peut se rapprocher des Hauts de Hurlevent, donc si vous aimez les hauts, n'hésitez pas surtout à découvrir Antoinette Pesquet, La Boîte en os, puisque le style est superbe. En plus, je trouve vraiment qu'Antoinette Pesquet a quelque chose d'unique dans son écriture. C'est très précis, elle nous décrit des choses vraiment glauques, parfois très trash, mais avec une finesse. Et c'est à la fois dérangeant de le lire parce que ce qui se passe est dérangeant, mais en même temps c'est très beau et très agréable à la lecture. C'est là qu'on voit toute la magie et toute la majestuosité de certains auteurs, certaines autrices, et c'est dommage qu'Antoinette Pesquet ait été passée sous silence, qu'on l'ait oubliée. Mais La Boîte en os, c'est un roman personnellement qui m'a marqué. Amitié, amour. Pour celui qui donne tout et qui entend tout recevoir en échange, la différence n'est pas telle. L'amitié est alors l'amour à l'état de sainteté. Mais qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, amour ou amitié, ce mouvement d'un être vers un autre être n'est-il pas quelque chose de profondément émouvant qui mérite qu'on s'y arrête? Ces tentatives toujours renouvelées et toujours vaines de rapprochement de deux âmes prisonnières de leur chair m'ont toujours paru des plus tragiques, et en amour elles m'ont exaspérée au point de... Tu verras bientôt. Je m'imaginais que l'amour permettait l'union la plus complète des âmes et des cœurs, union que ne pouvait réaliser à elle seule l'amitié. Je me suis aperçue, quand j'aimais, que la prétendue fusion des corps était cause souvent, sinon toujours, de l'éloignement des cœurs et des âmes. Toutefois, avant cette époque, aimer et être aimé, c'était pour moi atteindre la plus haute cime du contentement humain. Et puis, ne pouvant redescendre, mourir aspiré par le vide. C'est un petit extrait, un petit exemple, c'est magnifique. J'aime beaucoup la façon dont elle décrit l'amour, la fascination, le côté aussi tordu. C'est un personnage... ce héros qui m'a fait penser aussi un petit peu à Jean-Baptiste Grenouille dans Le Parfum. Il y a cette atmosphère-là en tout cas qui règne dans La Boîte en os, donc surtout n'hésitez pas à découvrir cet ouvrage, à découvrir Antoinette Pesquet. Avant de conclure cette vidéo, je vous présente l'ouvrage que j'ai sélectionné pour le Barocco Lecture de ce mois-ci, donc du 10 mars au 10 avril 2021. Ne vous inquiétez pas, les dates sont pas fixes, ne vous mettez absolument pas la pression pour le lire, pour l'acheter, rien n'est obligatoire, comme je l'avais dit dans ma toute première vidéo par rapport à ce club de lecture. L'ouvrage sélectionné est donc Heures et malheurs du sous-majordome mineur de Patrick DeWitt. Je vous lis le résumé. Voilà, personnellement j'ai vraiment hâte de le lire, ça a l'air assez unique. Il est publié chez Babel, je tiens à le signaler. Mal aimé, méprisé, mais bien décidé à forcer son destin, le jeune et délicat Lucien Minor, dit Lucie, quitte sans regret sa bourgade natale pour aller prendre l'improbable poste de sous-majordome au château Von Hawks, lugubre forteresse sise au cœur d'un massif alpin. Très peu sollicitée, Lucie a tout le loisir de découvrir que ces lieux inquiétants, en apparence inhabités, recèlent les plus noirs secrets et de faire la connaissance d'une population locale haute en couleurs. Voleurs invétérés, fous alliés, aristocrates dépravés, mais surtout Clara, dont il tombe à ses risques et périls, éperdument amoureux. Commence alors un conte grinçant dont les protagonistes incarnent une étrange humanité, toute pétrie de mensonges, de désirs malins et de perversité. Avouez que ça donne envie quand même. Ça a l'air assez improbable comme lecture. Je vous embrasse et je vous dis à toutes bientôt pour une prochaine vidéo.